Ce soir à l'émission, une fresque pour dénoncer toutes les violences. On vient aborder plusieurs thématiques des violences. Et le marché des fêtes du Cégep de Saint-Jérôme dévoile ses trésors. C'est des sous qu'on va redonner aux étudiants qui sont dans le besoin pour le marché de Noël seulement. En entrevue, je reçois Robert Mayotte à propos du défi Fat Bike. De penser qu'au Québec, il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide. Alors, je pense que c'est une société qui se respecte aujourd'hui de prendre soin de ses enfants. Je m'entretiens également avec Ariel Rétamal et Patrick Garzani au sujet des 2 prix Mercador remportés par l'entreprise Structure SBB. C'est évidemment une excellente reconnaissance des efforts, pas juste pour l'entreprise de façon abstraite, mais vraiment pour tous les employés. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous présente l'équipe des cheminots du Cégep de Saint-Jérôme en vue de sa participation au championnat mondial collégial et universitaire de cheerleading. On travaille tous pour un but commun, puis que si on travaille tout le monde ensemble, on va y arriver. Bienvenue à Accès local. Mercredi 4 décembre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, on est en plein dans la période là, de la campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Il y a l'organisme Au coin de ma rue, ça c'est à Saint-Jérôme, qui se mobilise à sa façon. Vous allez nous raconter ça, mais dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est que cet organisme? Oui, alors Au coin de ma rue, c'est un centre de pédiatrie sociale qui est situé à Saint-Jérôme. Donc, sa mission, c'est de soigner, d'outiller des enfants, d'améliorer leur bien-être général aussi, et dans ce cas-ci, plus précisément, des enfants vulnérabilisés ou qui vivent des conditions de vie plus difficiles. Au sein de l'organisme évolue le comité des droits, composé d'enfants. On écoute à ce sujet Karine Lacasse, qui est travailleuse sociale et coordonnatrice chez Au coin de ma rue. On les appelle les ambassadeurs. On travaille à travers le comité des droits, leurs habiletés puis leurs capacités à être capable de nommer, en fait, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils croient qui serait bon pour eux et être capable de se positionner, en fait, dans la vie. De cette manière, les jeunes en apprennent plus sur le droit des enfants. Ils sont même allés enseigner un cours sur le sujet à l'Université de Montréal plus tôt cette année. Et c'est ce comité des droits d'Au coin de ma rue qui est au cœur d'un projet de fresque là, dans une école primaire à Saint-Jérôme. Oui, Claude, ça se déroulait hier dans la nouvelle école secteur 3 qui n'a pas encore de nom officiel. De son côté, l'école primaire met en pratique un programme novateur sur la gestion des comportements, soit le soutien au comportement positif, qui mise surtout donc sur le renforcement positif. Les jeunes de l'organisme, accompagnés des intervenantes, sont allés discuter de violences avec leurs pairs et ont chapeauté un projet artistique. Je vous laisse découvrir ça dans mon reportage de ce soir. Bien, on est venu ici pour parler de la violence, pour pas que ça l'arrive. Durant les 12 jours d'action pour la lutte contre les violences faites aux femmes, on a plusieurs activités de prévues au centre de pédiatrie sociale. Cette activité avec les enfants ici à l'école secteur 3, Cathay-la-Fontaine, c'est en fait de sensibiliser tous les enfants à la lutte contre les violences, en parlant aussi évidemment des inégalités hommes-femmes et puis des violences conjugales, mais on vient aborder plusieurs thématiques des violences. On va aborder les violences, c'est la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique, la violence au niveau sexuel et la violence économique. Donc nos enfants du comité des droits, c'est ça qu'ils viennent expliquer aujourd'hui aux enfants de l'école et faire des échanges avec eux à propos de ces différents types de violences et comment on peut réagir et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour pallier à ces violences. Donc ils sont venus aujourd'hui, c'est ça, échanger et mettre en mots ou mettre en image sur une fresque comment on pourrait solutionner les violences. Et aussi de le représenter en image. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je suis une grande fan de la pédiatrie sociale. Vraiment, c'est des partenaires incroyables. Moi, je pense que pour élever un enfant, ça prend un village, je le dis souvent. Donc, avec des partenaires comme la pédiatrie sociale, c'est sûr que ça permet souvent de faire des trucs en dehors de la boîte, de la musicothérapie, de l'art-thérapie, venir faire des activités comme ça où on parle de la violence, puis via les arts où on exprime tout ça. Je pense que quand des enfants s'expriment auprès d'enfants, évidemment, il y a comme un reflet qui se fait un peu d'expérience. Ils ont à peu près les mêmes âges, ils vivent
vivent les mêmes choses, que ce soit à la maison, dans la rue ou dans les écoles. Donc, ils se comprennent, ils utilisent les mêmes mots. Nous, parfois, on utilise, les adultes, des mots qui sont peut-être, auxquels ils ne peuvent pas se raccrocher, ils n'ont pas de référence, alors que d'enfant à enfant, ben, c'est beaucoup plus facile. On est un peu porte-parole, puis si c'est un enfant qui en parle, puis que l'enfant est écouté, ben c'est mieux que, tu sais, un adulte qui parle pour l'enfant, puisque quand c'est quelqu'un qui pense vouloir le mieux pour toi, des fois, ça ne fonctionne pas vraiment. Le thème de la violence, c'est une thématique qui touche beaucoup les enfants. Ils réagissent beaucoup. Ils ont beaucoup participé ce matin dans les échanges. On voit que ça les inquiète, mais ce qui est très, très joli, c'est qu'on voit qu'ils sont vraiment prêts à agir et à agir par les mots. Quels sont les mots qu'on peut utiliser, Damien, pour lutter contre les violences? Les mots. Stop. Stop. Arrête. Les mots gentils. De nommer, d'apprendre à nommer en fait ses limites. Et puis beaucoup savent qu'ils doivent pouvoir se référer à des adultes bienveillants autour d'eux pour aller chercher de l'aide. Et puis de montrer d'être des modèles en fait. C'est ça qui ressort aussi de ce matin. On leur a nommé aussi qu'ils avaient beaucoup de courage. Parce que quand ils décident de s'entraider et d'intervenir de façon pacifiste pour aider un ami, ben, ça peut demander beaucoup de courage. Donc, de féliciter ces gestes-là, en fait, de leur apprendre que ben, c'est beau. Et de continuer en fait à les inclure aussi dans toutes les prises de décision qui sont faites à leur égard, dans les politiques contre l'intimidation par exemple dans les écoles, etc. Ça c'est un projet qui nous touche au Coin de Maru, au Centre de pédiatrie sociale, c'est de travailler les politiques qui sont écrites pour les enfants, mais souvent par les adultes et pas par les enfants. Mais les enfants sont capables de s'exprimer, sont capables d'écrire, et ont en fait une très bonne perception de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux, pour leur communauté. Donc c'est ça, on essaye de travailler beaucoup là-dessus au Comité des droits. Voilà, Claude, pour les 12 jours d'action contre la violence, au Coin de Maru organise aussi un atelier d'échange et d'information pour les mères victimes de violences conjugales. L'organisme tiendra aussi sa guignolée durant le mois de décembre et sera présent lors du marché de Noël de Saint-Jérôme. Les portes ouvertes du centre sont aussi prévues pour le 14 décembre. Des cérémonies sont prévues dans la région pour la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Le jeudi 5 décembre, le Centre de femmes La Mouvance à Saint-Eustache organise un rassemblement symbolique. Et le lendemain, il y aura une cérémonie à la Place de la Paix à Saint-Jérôme organisée par le Calax. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du marché des fêtes du Cégep de Saint-Jérôme. À plus tard, Claude. Pour une 4e édition consécutive, la ville de Rosemère a reçu 5 fleurons décernés par la Corporation des fleurons du Québec lors de la cérémonie de couronnement du 21 novembre dernier à Saint-Hyacinthe. Cette récompense reconnaît le caractère exceptionnel et spectaculaire des embellissements horticoles des sites publics, institutionnels, commerciaux et privés du territoire et les initiatives mises en place pour le développement durable. Puisque les fleurons sont décernés pour une période de 3 ans, c'est donc dire que Rosemère maintiendra la plus haute distinction reconnue par la Corporation jusqu'en 2026, à l'instar de 22 autres municipalités. La députée de Prévost, Sonia Bélanger, annonce un investissement de près de 84 000 $ afin de permettre la réalisation d'un projet d'amélioration de cours d'école dans cette circonscription. Le projet, réalisé au pavillon de la Vallée à Saint-Sauveur, permettra une utilisation optimale de la cour en toute saison et une variété d'activités et de jeux pour les jeunes. À l'échelle nationale, le gouvernement du Québec investit plus de 29 millions de dollars dans plus de 310 projets d'amélioration de cours d'école primaire pour l'année scolaire 2023-2024. Le tiers des enfants canadiens arrivent à l'école le ventre vide. C'est la raison pour laquelle, depuis 1994, le Club des petits déjeuners multiplie les efforts pour renverser cette tendance. C'est plus facile à dire qu'à faire, raison pour laquelle toutes les initiatives destinées à lui venir en aide sont appréciées. Depuis 4 ans, la communauté d'affaires des Laurentides participe au défi Fat Bike, à l'instigation de Robert Mayotte, que je reçois. Monsieur Mayotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un homme très occupé. Vous travaillez comme consultant associé auprès d'un cabinet spécialisé en relations de travail, en ressources humaines notamment. D'abord, comment est-ce que vous trouvez le temps de vous impliquer dans une cause comme celle-là et quelle est votre motivation profonde? Bien, je crois que de s'impliquer dans notre société, c'est important aujourd'hui. Il faut prendre le temps de bien faire les choses.
Je suis un amateur de fat bike, un amateur de vélo. J'ai eu l'occasion de changer mes habitudes de vie avec le grand défi Pierre Lavoie il y a plusieurs années avec des amis. Et donc, en faisant du vélo comme ça, de fat bike, on a décidé d'organiser un événement pour partager cette passion du fat bike, mais aussi pour venir en aide à une cause qui est le Club des petits déjeuners. Voilà. Alors, bien justement, le défi, c'est un défi qui est prévu le 22 mars. On a le temps de s'y préparer longtemps. Et le défi, c'est de tenir sur un vélo là, pendant 5 heures. Quel genre de préparation ça demande? Est-ce qu'il faut avoir une condition physique particulière? Bien, tout d'abord, on aime ouvrir le défi à tout le monde, oui. Donc tous les amateurs de fat bike, mais ceux aussi qui n'ont pas essayé le fat bike. Donc, il y a des vélos qui sont mis à la disposition en location. Le concept, c'est des équipes de 4 ou en individuel, de rouler de midi à 5 heures. Le défi se tiendra le 22 mars prochain au Centre Guy-Luron à Saint-Jérôme. Oui, d'accord. Et puis donc, on y va à notre rythme. On n'a pas besoin d'être un grand athlète. Non, pas du tout. C'est participatif. Ouais. L'objectif, c'est de participer. L'objectif, c'est la cause. L'objectif, c'est le sport, la santé, mais aussi de supporter une bonne cause qui est le Club des petits déjeuners. Cette année, un aspect nouveau. Ceux qui ne font pas de fat bike, mais qui voudraient participer en raquette, alors sont les bienvenus. Donc, on peut inscrire des équipes multidisciplinaires au défi fat bike. Donc, on souhaite qu'il y ait de la neige cet hiver. Vous en êtes à la 4e édition. Quel bilan faites-vous là, des 3 premières? La réponse a été bonne? La réponse a été excellente. Oui. La première année, on s'imaginait avoir 10 à 12 participants. On en a eu plus de 40. L'année dernière, 104 participants. Pour des dons au club et des revenus de plus de 130 000 $ sur 3 ans. Okay. Et quel est l'objectif pour la prochaine édition? Bien, la dernière année, on a fait 65 000, puis j'ai été challengé par des amis dans la salle. Cette année, on devrait viser 100 000. Alors, on invite tous les gens de la communauté d'affaires, mais tout le monde à venir participer à cet événement au profit du Club des petits déjeuners. C'est ouvert à tout le monde. Évidemment, les gens d'affaires, les gens de la municipalité de Saint-Jérôme qui nous supportent, sont les bienvenus à nous supporter dans cet événement-là. Vous auriez pu choisir n'importe quel autre organisme. Pourquoi avoir choisi le Club des petits déjeuners? Bien, le Club des petits déjeuners, aujourd'hui, de penser qu'au Québec, il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide. Vous en parliez tantôt, c'est 87 000 enfants au Québec que le club nourrit. Dans les Laurentides, c'est 4 800, c'est plus de 4 800 enfants. Puis il y a encore de la place, je dirais, pour doubler ce nombre-là chez les enfants qui ont des besoins. Alors, je pense que c'est une société qui se respecte aujourd'hui de prendre soin de ses enfants. Oui, c'est des chiffres qu'on n'aime pas du tout, là. Autant d'enfants qui arrivent à l'école le ventre vide. Parlez-moi de l'importance d'arriver, d'avoir un bon déjeuner pour partir la journée quand on est un enfant à l'école. Bien, disons que je suis pas un médecin, je suis pas un scientifique, mais d'avoir le ventre vide, c'est certain que ça aide pas les enfants dans leur apprentissage. Ça aide pas les enfants dans leur concentration. Et je pense que notre société, aujourd'hui, doit prendre soin de ses enfants qui sont la relève de demain. Oui. Alors, je pense que comme société, c'est le minimum qu'on doit faire. Le Club des petits déjeuners a une mission incroyable. Ils sont là depuis 30 ans maintenant, vous le mentionnez d'entrée de jeu. C'est des besoins. C'est une excellente cause. C'est une cause qui nous touche de près. Alors, je pense que c'est concret. Quand on veut aider une cause, puis que c'est la cause des enfants, je pense que ça relie tout le monde, puis on invite tout le monde à venir nous supporter le 22 mars. Sauf erreur, le club n'a pas véritablement d'antenne dans les Laurentides. J'imagine qu'il y a un mécanisme pour s'assurer que l'argent qui est récolté dans les Laurentides est distribué dans les Laurentides. Bien, comme je le mentionnais, il y a 40 écoles dans les Laurentides qui sont couvertes par le Club des petits déjeuners. Le Club des petits déjeuners couvre l'ensemble des territoires du Québec, même s'il n'y a pas d'antenne, je dirais, locale. Mais il y a quand même 40 écoles actuellement qui sont dans le territoire des Laurentides couvertes par le Club des petits déjeuners. Et je suis convaincu qu'avec notre apport financier, ces argents-là vont être retournés dans les écoles des Laurentides directement. D'accord. Bien, c'est formidable ce que vous faites. En terminant, je mentionne qu'il y a plusieurs moyens de contribuer à la cause en participant au défi Fat Bike, mais on peut aussi faire un don en ligne en tout temps à l'organisme du Club des petits déjeuners. Robert Mayotte, idéateur et organisateur du défi Fat Bike, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Plusieurs villes de la MRC de Thérèse de Blainville ont été récompensées lors de la 5e édition du Gala Flambeau du Conseil des bassins versants des Mille-Îles, tenu le 7 novembre dernier à la cidrerie La Croix. Les villes de Blainville, Boisbriand, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse ont été honorées pour leurs initiatives locales en matière de protection et de gestion durable des ressources hydriques. Le COBAMIL est l'organisme responsable de la gestion de l'eau pour les bassins versants de la rivière des Mille-Îles et du lac des Deux-Montagnes.
Le conseil municipal de Lorraine a honoré 10 jeunes talents sportifs le 12 novembre dernier en leur remettant un total de près de 6 000 $ en bourse. Agathe Closson-Giguère en gymnastique, James Chaïf au baseball, Sydney Chaïf et Luca Dragan au volleyball, Clara Germain, Alexandra Germain et Rose Trudel au soccer, Simon Gingras en cyclisme, Mia Labelle en patinage de vitesse et Karen Vassigui en escrime en sont les récipiendaires. La ville souhaite ainsi reconnaître les performances des Lorraines et des Lorrains qui se sont distingués lors d'événements nationaux ou internationaux ou qui ont été sélectionnés pour intégrer une équipe régionale. L'équipe de cheerleading des cheminots du Cégep de Saint-Jérôme se prépare en vue d'un important championnat qui se tiendra en Floride après les fêtes. Et Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. Ça va être ma 5e année cette année que je suis avec les cheminots, donc je suis arrivée dans les débuts là, du programme. Puis comment ça se passe pour toi depuis ce temps-là? C'est une aventure que je regrette pas. Ça a ajouté beaucoup de positifs à mon parcours au cégep. Grâce au cheerleading, je continue là, à étudier depuis 6 ans déjà. Donc, c'est sûr que sans le cheerleading, j'aurais pas resté au cégep aussi longtemps. Et c'est sûr que ça a été beaucoup de hauts et de bas. On a des pratiques qui vont un petit peu mieux, on a des pratiques qui vont moins bien, mais je pense que c'est autant important les pratiques qui vont bien que ceux qui vont moins bien parce que c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus à connaître notre équipe de stun puis qu'on travaille de mieux en mieux ensemble. Fait que c'est sûr que de passer par là, c'est une étape primordiale pour se rendre aux championnats mondiaux. Pour moi, concilier études et sport, c'est le match parfait parce que ça me permet de rester concentrée, dépenser mon énergie, mon stress, penser à autre chose pendant que je suis en train de faire mon sport. Puis quand je suis à l'école, je suis 100% focus. Le cheerleading, c'est ma principale motivation. Fait que je dirais que c'est ça qui me motive à aller à l'école. Ça fait 6 ans que je suis au cégep, puis c'est vraiment à cause de ça que je suis encore aux études. Vu que je suis étudiante internationale, j'ai genre personne ici, fait que pour moi, ça marche vraiment bien parce que, à part le cheer, puis l'école, puis le travail, c'est un peu la seule occupation que j'ai, puis j'aime ça, là. C'est la première année, j'ai découvert ça parce que je me suis dit, c'est comme le rêve américain que je vis ici, parce qu'en France, on n'en a pas vraiment. Fait que je me suis dit, je suis gymnaste, je voulais pas reprendre la gym et tenter une nouvelle aventure, autre chose de ma zone de confort habituelle. En France, les études que je fais, c'était pas pareil. Mais je voulais quand même trouver une école avec un sport attribué. Fait que faire partie d'un sport typique d'ici, je vis plus mon rêve comme je voulais le faire que ce que j'aurais fait si j'étais gymnaste. Moi, c'est ma 2e année avec les cheminots, aussi ma 2e année au cégep. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai découvert un nouveau sport. C'est vraiment... j'ai découvert une passion, en fait, en venant au cégep, et que ça me motive aussi, comme Claudie, à justement exceller dans mon parcours scolaire. Ça me donne une motivation de plus. Mais oui, c'est ça, c'est ma 2e année avec eux. Individuellement, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Tu sais, comme le cheer, ça prend vraiment beaucoup de temps dans une vie. Niveau scolaire aussi, là, tu sais, c'est sûr que, comme je disais, on doit faire beaucoup de sacrifices, que ce soit avec la famille, les chums, les amis, les parties, les soupers. Tu sais, si on a une compétition le lendemain, on essaie de pas trop aller au party. Mais c'est ça. Fait que ça, c'en est un. Là, faire beaucoup de sacrifices, tu dois être prêt à t'engager, puis à vraiment comme être là à chaque pratique. Il n'y a pas juste les pratiques, il y a les levées de fonds, les compétitions. Donc, ça enveloppe quand même beaucoup de temps justement dans notre vie. Qu'est-ce qui est le fun avec les cheminots, c'est justement, on peut concilier études et sport. Donc ça, c'est quand même pratique. Sinon, au sein de l'équipe, c'est la gestion du stress. On la vit un peu différemment. Donc, c'est vraiment de se rappeler d'être rationnel puis d'être là pour tout le monde, de se rappeler qu'on est une équipe, qu'on n'est pas toute seule, on est tous dans le même bateau. Je pense que ça aide vraiment les filles justement à comme, OK, je suis pas toute seule, je peux y arriver, on travaille toutes fort ensemble. Donc, ouais, sinon, ça va quand même bien. C'est sûr que des fois, il faut qu'on se rappelle qu'on travaille tous pour un but commun puis que si on travaille tout le monde ensemble, on va y arriver. Là. Moi, c'est arrivé un petit peu sur le tard, là, je dois l'avouer. Tout mon secondaire, j'étais en danse contemporaine là, à Sainte-Adèle, donc c'était vraiment pas un sport que je pratiquais comme beaucoup d'autres coachs ou entraîneurs. De mon côté, là, je suis tombée en amour avec le sport, j'avais à peu près 18 ans. Donc, j'ai fait une équipe civile, un niveau pas si élevé que ça. Puis, pour moi, c'était le temps d'aller à l'université. Je me suis dit, pourquoi pas, on va l'essayer. J'ai essayé le Roger de l'Université Laval, les sélections, puis j'ai été prise. Donc, c'est un petit peu là que j'ai eu la piqûre, puis que j'ai voulu pousser un petit peu plus loin.
Malheureusement, je n'ai pas continué mon parcours scolaire à l'Université Laval. Je suis revenue à l'UDM là, à Montréal, puis on m'a offert un poste d'entraîneur à Augustin Norbert-Morin à Sainte-Adèle. Donc, pendant 5 ans, j'ai coaché le programme là-bas. Je l'ai démarré, je l'ai coaché pendant 5 ans. C'était vraiment une belle expérience, ma première expérience de coach. Puis après ça, je suis redevenue athlète. Donc, mes premiers amours sur le matelas, performer. Puis après ça, bien, on a été approchés là, par le Cégep de Saint-Jérôme, notre ancienne entraîneur-chef et moi, pour repartir le programme, en fait. Donc là, ça fait 7 ans que je coach les cheminots. Présentement, le circuit collégial est quand même fort. Là. On est allé en compétition il y a 2 semaines, puis ça s'est super bien passé, mais il y a plein d'autres équipes super talentueuses. Je pense que les mondiaux, c'est plus un défi personnel. On voit que l'équipe est prête, qu'elle est mature. Il y en a plusieurs pour qui c'est un rêve de le vivre. Donc, on s'en va premièrement vivre une expérience avec nos étudiants athlètes. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'on vise la performance. Mais tu sais, c'est pas impossible pour n'importe quelle équipe collégiale. C'est juste qu'on a fait le choix, puis on a eu le support de notre collège pour être en mesure d'embarquer dans cette belle aventure-là avec les athlètes. Elles s'entraînent depuis le mois d'août. Donc, tu sais, on a commencé plus tôt. Habituellement, ça commence après la fête du travail. Là, on a débuté au mois d'août. On a eu des entraînements estivales. Donc, c'est un peu ça qui fait la différence là, cette année. Comment ça se passe, justement, si on peut en parler un petit peu du côté des garçons à travers une équipe collégiale de cheerleading? Oui, on évolue dans la catégorie mixte cette année. C'est le cas de plusieurs équipes collégiales universitaires. Tu sais, ça peut avoir l'air d'un sport féminin dans lequel, quand un garçon arrive, on se dit, oh mon Dieu, est-ce qu'il va s'intégrer ou pas? Mais de moins en moins, je vous dirais que les garçons arrivent avec de l'expérience. Au niveau des équipes universitaires, il y a beaucoup de garçons sur les tapis de performance. Donc, ça paraît pas. C'est des athlètes comme n'importe quel autre sport, qu'on soit en basketball, en soccer, en cheerleading. Même chose, même assiduité, même entraînement. Donc, c'est physique, c'est du sport, puis ça change pas, peu importe le sexe. Là. L'entreprise blainvilloise Structure SBB a remporté 2 prix lors du gala Mercador 2024. D'abord celui de la catégorie diversification de marché, avant d'être couronné exportateur de l'année. C'est un plaisir d'accueillir Patrick Garzani, président-directeur général de l'entreprise gagnante, en compagnie d'Ariel Retamal, directeur général et commissaire à l'exportation chez Laurentide International. Bonsoir à vous deux. D'abord, félicitations, Monsieur Garzani. Je vous présente vite. Là, vous avez développé une expertise dans la conception de tours d'urgence, de mâts de mesure, de structures fabriquées à partir d'extrusion d'aluminium. Vous êtes présent dans plus de 60 pays. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces 2 prix que vous avez gagnés? Ben écoutez, c'est évidemment une excellente reconnaissance des efforts, pas juste pour l'entreprise de façon abstraite, mais vraiment pour tous les employés qui travaillent dur. Vous savez, l'exportation, être dans 60 pays, c'est des centaines et des centaines d'heures dans les avions, c'est les décalages horaires, c'est beaucoup de travail en dehors des heures normales de travail. Donc, un prix comme ça vient récompenser un petit peu tous ces efforts. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Retamal, qu'est-ce que c'est que le gala Mercador, pour qu'on comprenne l'importance? Le gala Mercador a commencé, en fait, en l'an 2000. Il y a eu une première initiative qui a été lancée par ma collègue Maude Martin de Laval, Technopole à l'époque. Et ça visait justement à reconnaître les succès, les efforts des entreprises et des PME en région. Après quelques années, l'événement a été repris par Laurentide International et dans notre région, on l'a fait rouler depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a 5 ans, en 2018 à peu près, on a lancé la première édition des Mercador Québec, c'est-à-dire les organismes régionaux à l'exportation à travers le Québec ont décidé de tenir le concours et on l'a appelé Mercador également, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un événement qui reconnaît à l'échelle provinciale les meilleurs exportateurs du Québec. Et c'est dans ce contexte-là que Patrick a remporté un prix. Et on est extrêmement fiers parce que c'est la première fois qu'on réussit à avoir non seulement des finalistes au concours provincial, mais d'avoir un lauréat qui a gagné dans le prix de l'exportateur. L'exportateur de l'année, effectivement. La conception, la mise en marché d'un produit, c'est pas simple. On peut le présumer. Passer à l'étape de l'exportation, ça ajoute une difficulté supplémentaire. On parle beaucoup de patience, de persévérance, parce que ça peut prendre jusqu'à 2 ans parfois avant de concrétiser une vente. Alors, quels sont les signes qu'on doit être capable de reconnaître quand on est un entrepreneur qui nous disent qu'on fait bien de continuer? Écoutez, c'est sûr que le premier signe, c'est de décrocher des contrats. Ça c'est clairement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on fait qui est ce qu'on devrait faire.
Puis ensuite, évidemment, c'est la reconnaissance de nos pairs, la reconnaissance de l'écosystème qui est autour, qui nous regarde aller, puis qui est capable de nous dire « Oh, c'est bien ce que tu as fait là. Oui. » Ou de réaliser qu'on est sur des marchés difficiles. Dans notre cas, on est sur certains marchés exotiques. Quand je dis exotique, je parle du Yémen, de l'Afghanistan, je parle du Myanmar. Donc, on est sur des marchés qui sont a priori pas du tout des cibles pour un exportateur potentiel, mais on est aussi sur les marchés traditionnels un petit peu partout en Europe, en Amérique latine, etc. Donc, je pense que le premier signe, c'est vraiment le signe de succès, de commencer à décrocher des ventes et puis de réaliser après un certain temps qu'on détient quelque chose d'important. On a une espèce de recette qui fait en sorte qu'on arrive à réussir sur des marchés difficiles. Et puis après ça, faut appliquer cette recette sur nos différents marchés, garder une certaine éthique de travail, une certaine approche structurée, rigoureuse. Monsieur Retamal, vous, comme commissaire à l'exportation, vous accompagnez les entreprises dans cette démarche-là. Est-ce que, à contrario, vous avez le devoir parfois de dire à un entrepreneur, je pense que tu devrais peut-être mettre ça sur la glace, changer, prendre un autre chemin. Est-ce que ça fait partie de votre mandat? Tout à fait. En fait, c'est une des choses qu'on doit faire des fois, malheureusement. Ouais. En fait, c'est pour éviter des problèmes qui vont arriver en cours de route si on se lance trop tôt quand on n'est pas prêt à l'exportation. Ce qui n'est pas le cas de SBB. SBB, en fait, c'est un exemple intéressant aujourd'hui parce que c'est un exemple de diversification de marché. Ouais. Et dans le contexte actuel où on dit que le marché américain est très difficile d'accès, de plus en plus difficile, d'avoir un exemple d'une entreprise qui a réussi partout à travers le monde, ça nous incite tous à regarder peut-être d'autres marchés qui vont être peut-être, oui, plus difficiles, mais c'est la preuve avec SBB que c'est possible de réussir à l'étranger si on y met les efforts, si on se prépare bien, effectivement, dans une démarche d'exportation structurée. Puis j'imagine que quand on est diversifié comme ça, c'est plus facile de déplacer nos pions s'il y a une option qui marche moins bien qu'une autre. C'est exactement ça. Quand on est trop concentré sur un marché ou une région du monde, mais c'est sûr quand ça va mal dans cette région du monde, on est vraiment mal pris. Alors que là, on a vraiment nos œufs dans plusieurs paniers. Voilà. Donc oui, on a des hauts et des bas comme toutes les entreprises, mais généralement, c'est rarement lié à la géographie mondiale. C'est plutôt lié à d'autres phénomènes économiques. Rapidement, M. Garzani, ça fait 50 ans que l'entreprise existe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Peut-être un prix leader à l'exportation l'année prochaine. Pourquoi pas? On vise ça. Je vous le souhaite. Patrick Garzani, Ariel Retamal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Ça nous a fait plaisir. On est de retour avec Clara Maté-Genet. C'est décembre, le temps des fêtes, on est en plein dedans, pratiquement dedans. Il y a des marchés thématiques qui apparaissent un peu partout dans la région. Vous êtes allé en visiter un. Oui, Claude, c'est le marché des fêtes du Cégep de Saint-Jérôme. Je vous présente ça en reportage ce soir. Et donc aujourd'hui, c'est un rassemblement de marchands qui viennent de partout au Québec, qui viennent vendre leurs articles et tous les frais pour les inscriptions sont redonnés à la guignolée des étudiants qui sont dans le besoin ici au Cégep. Dans le fond, c'est quand même, j'ai fait le calcul tantôt, notre 9e année d'existence. Parce que là, je sais que ça commence de plus en plus populaire. Il y en a d'autres qui, avant nous, après nous. Mais on a la chance, on a même un marchand ici présent, que c'est sa 8e année. Oui, 8e année à Atelier Leclerc, oui. Oui, qui reviennent. Donc, je pense qu'ils sont bien aussi ici. Ma première année, c'était maximum 20 personnes par jour environ. Là, on est rendu à un maximum de 30 personnes par journée. Donc, on a vraiment grandi. On contacte les anciens et par la suite, c'est ouvert comme au grand public. Les communications du Cégep font une publication. Puis après ça, eux, ils me contactent pour que moi, je puisse leur donner les informations. Ils ont le choix de venir, soit comme les journées. Là, on offre 3 jours. Donc, ils choisissent les journées qui veulent être présents. C'est de 10h à 15h et c'est ouvert à la population aussi. On a vu un beau petit couple là, super mignon, là, justement, là, juste avant l'entrevue passer. Puis c'est le fun de voir qu'il y a toutes sortes de générations qui peuvent passer dans le jour puis venir profiter de ces arts-là. Il y a des toutous en crochet, il y a du macramé, il y a des bijoux, des tote bags, beaucoup de savons, trucs bio. Il y a aussi des choses faites avec de l'or recyclé, des matières recyclables, il y a des trucs gourmands comme des gâteaux, confitures. Puis, ce qui est aussi vraiment super, c'est qu'on a un service, le QGDA pour les futurs entrepreneurs. Puis, il y en a aussi des marchands comme ça. On a des étudiants, on a des employés, on a de tous les genres. On a de la région, c'est local aussi. Puis, il faut vraiment que ce soit artisanal, que ce soit fait par les gens parce que on veut encourager ça.
c'est des sous qu'on va redonner aux étudiants qui sont dans le besoin. Pour le marché de Noël seulement, avec les 3 journées d'inscription, on a réussi à ramasser près de 2700 $, il me semble. Ça va être remis à la fondation du Cégep de Saint-Jérôme, puis on va accumuler aussi, là, j'ai entendu entre les branches qu'il y a un enseignant en théâtre aussi qui veut remettre les sous de ses ventes de billets à la guignolée. On a les cheminots, les pandas, les jeunes sociaux, tous les jeunes impliqués qui vont être aux portes jeudi. Toute la semaine aussi, on va même jusqu'au bar tendre pour les collations. C'est de vraiment essayer de répondre aux besoins de nos étudiants qui retournent aussi aux études. Ces parents courageux qui, ils veulent juste des fois être capables de passer un Noël comme n'importe qui. Donc, c'est ça qu'on appelle ça la collecte de la communauté étudiante parce qu'on travaille tous dans le même sens pendant une semaine très, très fort pour pouvoir aider ces familles-là. Pour l'avoir vécu avant, le faire grossir, de faire profiter et les étudiants de petits prix pour des cadeaux de Noël parce que c'est quand même une réalité étudiante. C'est quelque chose qu'on demande aussi, que tu demandes aux marchands qui offrent quelque chose, mais aussi ils vont offrir un de leurs articles pour qu'on fasse un concours dans la semaine. Les gens arrivent avec un chandail ou un pyjama des fêtes, puis là, à ce moment-là, on peut justement en faire profiter tout le monde et gratuitement. Je dirais que c'est vraiment un projet qui me passionne. J'aime beaucoup vraiment la gestion de projet. C'est là-dedans que je veux m'en aller dans le futur, après mon bac en sciences comptables. Donc, c'est le lien avec les marchands que je connais. Il y en a qui ça fait 3 ans, comme mes 3 années sont là. Je les revois, puis c'est comme « Salut Gab! » C'est vraiment le lien qu'on développe avec eux, puis toute l'organisation autour de ça, c'est vraiment beau. Puis de redonner ça aux étudiants, c'est vraiment gratifiant pour moi. Et c'est une perle. Sans elle, ça ne serait pas possible de continuer de développer comme ça. Voilà, Claude, la dernière journée pour visiter ce marché est demain de 10 à 15 heures, mais il y en a d'autres qui s'en viennent et je vous en parle demain plus en détail à l'émission. À demain, donc. Au revoir, Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission Yoga Découverte suit à l'instant. Bonne soirée à notre antenne.